Un pianiste de renom défia un adolescent noir malvoyant de jouer du piano par moquerie, lançant « Eh, petit, pourquoi ne pas jouer quelque chose pour nous? Je suis sûr que tu connais Joyeux anniversaire ». La voix du célèbre pianiste Vincent Sterling résonna dans la vaste salle du Lincoln Art Center, suscitant des rires étouffés parmi l'élite musicale new-yorkaise présente. David Thompson, âgé de seulement 16 ans, se tenait immobile à côté du piano à queue Steinway, ses mains serrant fermement sa canne blanche tandis qu'un silence gênant emplissait l'espace. Le jeune homme était venu avec son professeur de musique du lycée public, qui avait réussi à obtenir 2 billets pour le récital caritatif le plus exclusif de la saison. Vincent, ajustant son smoking Armani, sourit à l'assemblée de mécènes et de critiques musicaux. À 42 ans, il était considéré comme l'un des plus grands interprètes de Chopin, avec des tournées mondiales systématiquement complètes et des contrats valant des millions. Pour lui, ce jeune homme déplacé symbolisait tout ce qui clochait dans les politiques d'inclusivité des événements culturels. « Allez, ne sois pas timide », insista Vincent, son ton empreint de condescendance. « Je suis sûr que nos généreux bienfaiteurs apprécieraient de voir notre investissement dans la diversité. » Madame Patricia Wells, directrice de la fondation organisatrice, murmura quelque chose sur l'impropriété de la situation à son assistant, mais n'intervint pas. Après tout, Vincent Sterling était la tête d'affiche de la soirée, responsable de lever des millions pour l'institution. David prit une profonde inspiration, ses doigts se resserrant autour de sa canne. Personne ne savait qu'il consacrait 8 heures par jour à s'exercer sur un clavier emprunté dans le sous-sol de l'église du quartier. Personne ne savait qu'à 3 ans, il pouvait reproduire des symphonies entières après les avoir entendues une seule fois. Et surtout, personne n'imaginait qu'à cet instant précis, alors que tous le voyaient comme une gêne, il enregistrait chaque note, chaque accord, chaque nuance de la morgue qui imprégnait l'atmosphère. « En fait, » déclara David, sa voix calme tranchant le bourdonnement des conversations, « je préfère Bach. » Vincent éclata d'un rire sincère. « Bach, vraiment? Quelle œuvre pourrais-tu jouer, jeune homme ?» Le sourire du pianiste renommé faillit se figer lorsque David répondit avec une sérénité que seuls possèdent ceux qui détiennent un secret trop important pour être dévoilé prématurément. La partita numéro 2 en do mineur. Mais peut-être est-ce un peu trop complexe pour ce public. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendit le tic-tac de l'horloge antique dans le hall d'entrée. Il y avait quelque chose dans la posture du garçon, dans l'assurance tranquille de ses paroles, qui fit comprendre à certains invités qu'ils étaient sur le point d'assister à bien plus qu'une simple humiliation. Vincent Sterling ressentit une pointe d'agacement face à la réponse inattendue du garçon. La partita numéro 2 en do mineur de Bach était l'une de ses compositions les plus complexes techniquement et émotionnellement, réputée pour défier même les pianistes chevronnés. Comment ce jeune ose-t-il sous-entendre que le public n'est pas capable de l'apprécier? Trop complexe, répéta Vincent, sa voix prenant une tonalité plus acérée. Jeune homme, vous vous adressez à des personnes qui financent les orchestres les plus prestigieux au monde. Peut-être ne comprenez-vous pas où vous vous trouvez. L'assistance murmura en signe d'approbation. Margaret Rothschild, héritière d'une dynastie bancaire et mécène en chef de la fondation, chuchota à son compagnon. Quelle maléducation! Quelqu'un devrait inculquer les bonnes manières à cette génération. David resta immobile, mais un changement subtil s'opéra dans sa prise sur sa canne. Ses doigts ne tremblaient plus, mais étaient parfaitement détendus, comme ceux d'un chirurgien avant une opération délicate. Vincent, intervint le docteur Harrison Webb, chef d'orchestre du Boston Symphony Orchestra. Peut-être devrions-nous passer au programme principal. Non, non, coupa Vincent, clairement irrité par ce qu'il percevait comme de la provocation. Le jeune David semble remettre en question la sophistication de nos invités. Je crois qu'il est juste qu'il démontre cette supériorité musicale qu'il sous-entend. Vincent s'approcha du piano et joua les premières mesures de la partita avec des gestes exagérés, presque théâtraux. Tu vois, David, c'est un morceau qui exige non seulement de la technique, mais une maturité émotionnelle, une qualité qui prend des décennies à cultiver. Es-tu sûr de vouloir t'exposer ainsi? Ce que Vincent ignorait, c'est que David comprenait chaque subtilité de cette interprétation. Depuis 8 ans, depuis qu'il avait perdu la vue dans un accident de voiture qui avait aussi emporté ses parents, il consacrait chaque instant libre à la musique. Non par loisir ou par talent inné, mais par nécessité. C'était son seul moyen d'exprimer une douleur que les mots ne pouvaient traduire. Sa tante Déborah, femme de ménage au conservatoire de la ville, lui avait donné accès à des enregistrements rares et des partitions en braille. David avait mémorisé des centaines d'œuvres, étudiant non seulement les notes, mais aussi les interprétations historiques, les variations régionales et les contextes émotionnels de chaque compositeur. « Dr Sterling », déclara David, utilisant délibérément un titre incorrect, « vous avez joué les premières mesures en ré majeur. »
La partita numéro 2 est en do mineur. Un silence glaçant s'abattit sur la pièce. Vincent sentit le sang lui monter aux joues. Il avait intentionnellement modifié la tonalité pour tester si le garçon connaissait vraiment l'œuvre, mais il ne s'attendait pas à être corrigé publiquement. Évidemment, c'était intentionnel, mentit Vincent, sa voix perdant son élégance habituelle. Je testais simplement son oreille musicale. Je vois, répondit David calmement, un sang-froid qui fit bouger certains invités sur leur siège. Alors vous savez aussi que Bach a composé cette partita après la mort de sa première femme, Maria Barbara. Chaque mouvement reflète une étape du deuil. C'est pourquoi la jouer correctement exige plus que de la technique. Il faut avoir connu une véritable perte. Cette déclaration frappa Vincent comme un coup physique. Sa propre interprétation avait toujours été techniquement parfaite, mais froide, dépourvue de la profondeur émotionnelle que les vrais connaisseurs remarquaient sans oser le commenter. Très bien, dit Vincent, son masque de supériorité commençant à se fissurer. Puisque tu es si savant en théorie musicale, que dirais-tu de le démontrer en pratique? Ou préfères-tu continuer à nous impressionner avec tes connaissances encyclopédiques? David s'approcha du piano, posant soigneusement sa canne contre le banc. Ses mains trouvèrent les touches avec la précision de quelqu'un qui avait cartographié des milliers de claviers dans son esprit. Une question avant de commencer, dit David, se tournant légèrement vers le public. Quelqu'un ici a-t-il déjà tout perdu en un instant? Et a dû reconstruire son âme note par note? Le silence qui suivit était différent. Ce n'était plus un malaise social, mais une prise de conscience. Certains invités comprirent qu'il assistait à bien plus qu'une simple démonstration musicale. Vincent sentit un frisson d'appréhension. Il y avait quelque chose dans la posture du garçon, dans la façon dont ses mains planaient au-dessus des touches, qui laissait présager que la soirée ne se déroulerait pas comme prévu. Ces privilégiés ne percevaient pas que chaque mot condescendant, chaque regard de pitié, chaque tentative de le rabaisser alimentait une force bien plus puissante que l'indignation. C'était le genre de force qui naît de la souffrance transformée en destin. Et David allait montrer que sous-estimer quelqu'un qui a tout perdu est la pire erreur possible. La question de David resta suspendue dans l'air comme une note prolongée, créant un silence inconfortable. Vincent, irrité par cette insubordination persistante, interrompit. Assez de philosophie à bon marché. Soit tu joues maintenant, soit tu pars pour que nous passions au programme sérieux. Margaret Rothschild murmura assez fort pour être entendue. Franchement, je ne sais pas pourquoi on autorise n'importe qui à ces événements. Il y a des standards à maintenir. David hocha lentement la tête, ses mains toujours au-dessus des touches. Vous avez raison sur les standards. Ils sont très importants. Son calme fit froncer les sourcils du Dr Webb, comme s'il pressentait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Au 5e rang, Deborah Thompson reconnut immédiatement le ton de son neveu, celui qu'il utilisait avant de résoudre des problèmes mathématiques complexes ou de révéler quelque chose qu'il avait secrètement préparé. Elle savait, après des années au conservatoire, que David n'était pas simplement talentueux. Il était prodigieux d'une manière que peu comprenaient. « David, insista Vincent, perdant patience, vas-tu jouer ou non? Je peux te garantir que personne ici n'a toute la nuit pour tes divagations existentielles. » En fait, répondit David, ajustant sa position, j'aimerais modifier ma proposition. Au lieu de la partita numéro 2, pourquoi pas quelque chose de plus instructif pour le public? Vincent ricana. Instructif, petit? Tu parles à des gens qui financent des conservatoires entiers. Que aurais-tu à nous apprendre? David se tourna vers l'audience, ses yeux aveugles semblant percer les masques sociaux. Et si je démontrais la différence entre jouer correctement des notes et jouer de la musique? Un murmure parcourut la salle. Certains échangèrent des regards perplexes, d'autres parurent offensés. Comment ose-t-il? Grommela Patricia Wells. Vincent, sentant qu'il perdait le contrôle, décida d'en finir. Très bien. Puisque tu veux donner une leçon, je vais d'abord montrer comment la partita doit être interprétée par quelqu'un qui a vraiment étudié la musique. David s'écarta pour le laisser jouer, un sourire imperceptible aux lèvres, non de nervosité, mais de quelqu'un qui vient de placer son adversaire exactement où il le voulait. Vincent joua avec sa précision technique habituelle, chaque note parfaitement maîtrisée. Pendant ce temps, David ferma les yeux, mémorisant chaque nuance, chaque choix stylistique, comme un détective analysant des preuves. Deborah observait son neveu avec fierté et inquiétude. Le Dr Webb, quant à lui, remarqua le calme inhabituel du garçon, semblable à celui des grands interprètes avant une performance majeure. Vincent termina la partita avec un flourish théâtral, visiblement satisfait. Les applaudissements polis saluèrent sa technique impeccable. « Et maintenant, dit-il en désignant le piano,
Voyons comment tu interprètes cette œuvre clairement hors de ta portée. Avant de s'asseoir, David se tourna vers le public. La partita numéro 2 n'est pas qu'un exercice technique. Bach l'a composée comme un dialogue avec le chagrin. Chaque mouvement représente un stade du deuil de sa femme, Maria Barbara. Vincent roula des yeux. Tout étudiant de première année sait cela. David sourit. Vous avez raison. Le contexte historique s'apprend. Mais ressentir cette douleur, ça change tout. Il posa ses mains sur le clavier. La différence, Dr Sterling, entre votre interprétation et la mienne n'est pas technique. Vous avez joué les notes de Bach. Moi, je vais jouer ses larmes. Un silence électrique s'installa. Déborah serra les poings. Vincent, debout près du piano, sentit un frisson d'appréhension. Quand David commença à jouer, quelque chose de magique se produisit. Ce n'étaient plus les mêmes notes que Vincent avait jouées, mais des notes transformées par l'expérience vécue, par une douleur réelle. Les premiers accords firent reculer Vincent malgré lui. David jouait comme s'il parlait directement à Bach à travers les siècles. Chaque phrase musicale portait le poids de son histoire. Le déni brutal à 8 ans, la colère contre un monde qui le voyait comme un obstacle, puis l'acceptation qui avait façonné sa relation sacrée avec la musique. « Mon Dieu !» chuchota le Dr Webb, ému aux larmes. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais entendu une telle profondeur. La technique de David surpassait celle de Vincent, ses doigts faisant couler les passages difficiles comme de l'eau claire. Margaret Rothschild, qui l'avait raillé plus tôt, avait maintenant des larmes sur son maquillage impeccable. La musique de David n'était pas seulement parfaite, elle était transformative, touchant des recoins de son âme oubliée. Patricia Wells murmura, tremblante, « Comment est-ce possible ?» La réponse était dans la musique elle-même. David ne jouait pas la partita, il racontait son histoire à travers elle. Vincent, paralysé, regarda son interprétation être déconstruite et reconstruite en quelque chose d'infiniment plus puissant. Chaque choix musical qu'il avait fait pendant des décennies, techniquement correct mais émotionnellement vide, était exposé par le génie brut de ce garçon qu'il avait voulu humilier. Au troisième mouvement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le mouvement représentant l'acceptation dans la philosophie de Bach prit une dimension presque spirituelle. David ne jouait plus pour le public, il jouait à travers lui, connectant chaque personne à l'expérience universelle de la perte et de la renaissance. « Vincent », murmura le Dr Webb, empli d'une révérence inhabituelle, « ce garçon est l'un des plus grands talents naturels que j'ai jamais vus. » Vincent sentit quelque chose se briser en lui. Ce jeune noir aveugle des quartiers pauvres n'était pas seulement meilleur que lui, il surpassait tous les pianistes que Vincent avait jamais connus. Déborah, au 5e rang, souriait à travers ses larmes. Elle avait vu David s'entraîner jusqu'à s'en faire saigner les mains, étudier des partitions en braille-tard dans la nuit. Maintenant, le monde voyait enfin ce qu'elle avait toujours su. Vincent regarda autour de lui et vit sa propre chute dans les visages de l'élite musicale. Margaret Rothschild le dévisageait avec dégoût. Le Dr Webb secouait la tête, reconsidérant tout ce qu'il pensait de Vincent Sterling. « Comment as-tu osé ?» chuchota Patricia Wells, fixant Vincent. « Essayer d'humilier un enfant avec un tel don. » Vincent tenta de répondre, mais les mots moururent dans sa gorge. Il n'y avait aucune justification possible. Il avait utilisé sa position privilégiée pour écraser un garçon qui incarnait tout ce que la musique devrait être. Pure, honnête, transformative. David conclut la partita avec une délicatesse qui rendit le silence sacré. Quand il se leva pour faire face au public, son expression ne montrait aucun triomphe arrogant, juste la dignité tranquille de quelqu'un qui a partagé son âme. L'ovation qui suivit fut unique. Ce n'était pas seulement des applaudissements, mais une reconnaissance, des excuses, une célébration. Les gens se levèrent comme en présence du divin. Vincent, immobile, regarda sa réputation se réécrire en temps réel. En 15 minutes, David avait détruit l'image qu'il avait mis des décennies à construire. « Monsieur Sterling, » dit le Dr Webb en s'approchant, « nous avons beaucoup à discuter concernant votre contrat avec notre orchestre. » Margaret Rothschild sortit son téléphone. Vincent sut que son humiliation circulerait parmi l'élite culturelle avant même qu'il ne quitte les lieux. David tendit la main à Vincent. « Merci pour cette opportunité de jouer, Dr Sterling. Parfois, nous devons être confrontés à notre propre musique pour comprendre qui nous sommes vraiment. » Vincent serra cette main avec des doigts tremblants, réalisant qu'il venait d'assister non seulement à une performance extraordinaire, mais à sa propre chute sociale. Alors que David recevait les félicitations de toute l'élite présente, Vincent Sterling, l'homme qui avait tenté d'utiliser ses privilèges pour écraser le talent, découvrit que la musique, comme la justice, a ses propres moyens d'équilibrer les échelles de la vie. 6 mois plus tard,
David Thompson marchait dans les couloirs de la prestigieuse Juilliard School of Music, bénéficiant d'une bourse complète. À 17 ans, il était devenu le plus jeune étudiant de l'histoire de l'institution à recevoir ce privilège. Le Dr Webb, témoin de sa performance, avait personnellement veillé à ce qu'il reçoive les meilleures opportunités éducatives. Un tel talent ne vient qu'une fois par génération, répétait-il. La salle de pratique où David travaillait désormais donnait sur Central Park, un contraste frappant avec le sous-sol humide de l'église où il avait appris à jouer. Mais plus important encore que le cadre était la reconnaissance. Ses professeurs le voyaient non comme un projet de charité, mais comme un futur maître. Margaret Rothschild, qui l'avait moqué, finançait désormais son programme et avait créé une fondation pour identifier d'autres talents négligés dans les communautés défavorisées. Ce garçon m'a appris que le privilège sans but n'est que gaspillage, avoua-t-elle au New York Times. Pendant que David s'épanouissait, Vincent Sterling faisait face à une réalité bien différente. Ses contrats avec les grands orchestres furent annulés un à un. La vidéo de la performance de David et de la tentative d'humiliation qui l'avait précédée devint virale, accumulant des millions de vues et des commentaires dévastateurs sur le préjudice déguisé en élitisme culturel. Vincent tenta une tournée européenne, mais même là-bas, l'histoire le rattrapa. Les critiques remirent en question non seulement sa technique, mais son humanité. Sterling joue les bonnes notes. Mais sa musique manque de l'âme que nous avons vue chez ce jeune prodige, écrivit un influent critique du Guardian. Patricia Wells fut contrainte de démissionner après que son incapacité à empêcher l'humiliation fut rendue publique. Le conseil d'administration clarifia qu'associer l'image de l'institution à la discrimination était inacceptable. Deborah regarda son neveu se préparer pour un récital solo à Carnegie Hall cette fois en tant qu'artiste principal, non en spectateur toléré. Elle songea à comment l'accident qui avait rendu David aveugle avait aussi révélé un don qui n'aurait peut-être jamais éclos autrement. « Tu n'es pas en colère contre ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle tandis qu'il accordait son nouveau violon, un Stradivarius prêté par la Fondation Rothschild. David sourit, ses doigts trouvant les cordes avec la familiarité de quelqu'un qui a transformé l'adversité en article. « Tati, Vincent Sterling m'a offert le plus beau cadeau de ma vie ce soir-là. Il m'a offert un public. » L'ironie ne lui échappait pas. Vincent avait voulu utiliser sa position pour écraser un garçon qu'il jugeait inférieur, mais avait involontairement créé l'opportunité pour un véritable génie musical de se révéler au monde. Le soir du récital à Carnegie Hall, David joua devant une salle comble incluant des célébrités, des critiques, et au premier rang, Margaret Rothschild, devenue une ardente défenseur des programmes d'inclusion musicale. Vincent regarda la retransmission depuis son appartement vide de Queens, où il avait déménagé après avoir perdu son pantouse de Manhattan. Chaque note était un rappel de sa chute morale et professionnelle. Quand David termina son interprétation déchirante de la même partita qui avait tout changé, il s'approcha du micro. La musique n'appartient à aucun de nous. Elle existe pour connecter les cœurs, quelles que soient nos origines ou apparences. C'est la vraie démocratie de l'art. L'ovation dura 15 minutes. Les gens pleuraient ouvertement, pas seulement pour la beauté de la musique, mais pour avoir été témoins d'une leçon sur la façon dont le vrai talent trouve toujours son chemin, même face aux obstacles les plus cruels. 2 ans plus tard, David sortit son premier album, qui devint le best-seller de musique classique de la décennie. Vincent Sterling continua à donner des cours privés dans une école communautaire, sa carrière internationale définitivement ruinée par son arrogance. La différence entre eux ne tenait pas seulement à leur succès professionnel, mais à la façon dont chacun avait choisi d'utiliser son talent. David employait le sien pour élever les autres, créant des programmes éducatifs dans les communautés défavorisées. Vincent avait utilisé le sien pour se placer au-dessus des autres, jusqu'à découvrir que les hauteurs bâties sur les préjugés finissent toujours par s'écrouler. L'histoire de David Thompson devint légendaire dans les cercles musicaux, prouvant que l'excellence artistique véritable ignore la couleur, la classe sociale ou les limites imposées par ceux qui craignent la grandeur chez autrui. Comme David le disait souvent aux jeunes étudiants confrontés à la discrimination, la meilleure revanche n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessés, mais de construire quelque chose de plus grand qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Avez-vous déjà été témoin d'un talent gâché par des préjugés? Comment avez-vous réagi face à une injustice déguisée en tradition? Partagez vos expériences en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires prouvant que le vrai mérite triomphe toujours des privilèges vides.